Alexandre, qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va nous annoncer à 7h30 ce matin sur sa page Facebook? Il nous a titillé hier. Ouais, mystère et boule de gomme, mais on sait que ça va parler du référendum. Hein? C'est ce qui s'en vient ce matin, 7h30 sur ses réseaux sociaux. C'est le petit teaser, le petit divulgateur que nous a fait hier Paul Saint-Pierre Plamondon en disant que oui, il allait parler du référendum. Puis ça survient à un moment où, dans la campagne électorale, déjà, on voit les adversaires du Parti québécois profiler toutes sortes de menaces là, autour du référendum. Là, brandir le fameux épouvantail utilisé depuis des décennies. Hein, chaque fois qu'on a une rivalité, là, avant c'était libéral-péquiste, maintenant c'est un peu tout le monde PQ. Et là, va préciser, selon certaines informations là, qu'avancent divers médias, il ne serait pas question de reculer sur l'engagement de faire un référendum dans le premier mandat du Parti québécois. Mais il pourrait venir préciser quelque chose autour du mandat de Donald Trump, hein, qui est une incertitude qu'il a déjà adressée en parlant là, de cette espèce de peur qu'on avait à l'international tant et aussi longtemps que M. Trump sera en place. Donc, pourrait peut-être attendre la fin du mandat de Donald Trump, qui doit survenir évidemment avant la fin d'un premier mandat éventuel du Parti québécois, s'il venait à gagner les prochaines élections. Donc, on pourrait comme attendre qu'il parte, voir le contexte, annoncer un référendum. Dans tous les cas, il va le préciser tout à l'heure à 7h30. Restez des nôtres à l'émission, bien évidemment. Là, je vais regarder ses réseaux sociaux à la loupe pour être capable là, de voir qu'est-ce qu'il va nous écrire tout à l'heure. Bon. Je ne vois pas, moi, personnellement, un scénario où PSPP, ce matin, va reculer là, sur sa position de référendum. Je crois que ce serait une erreur monumentale. Paul Saint-Pierre Plamondon est apprécié des Québécois parce qu'il tient à ses convictions. C'est un homme de parole, un homme de conviction. Alors, dans mon esprit, j'ai entendu toutes sortes de choses depuis hier. Dans mon esprit, je ne crois pas à ce scénario-là. Maintenant, est-ce que dans le contexte actuel, à 24 heures de cette possible entrée en vigueur de tarifs là, qui toucherait à peu près 500 produits de notre pays, est-ce que c'est sage de rappeler un petit peu, tu sais, que le Parti québécois étant, par exemple, majoritaire en octobre prochain, allait être responsable, n'allait pas plonger, par exemple, le Québec dans un processus référendaire pendant le mandat de Donald Trump. Est-ce que c'est sage de le rappeler? Oui. À l'aube de ce qui risque de nous tomber sur la tête demain, et à l'aube aussi de la campagne qui va être déclenchée, là, selon ce qu'on comprend, à la fin août. Mais je vous dis, là, le scénario, catastrophe, cette espèce de revirement de situation majeure-là, je n'y crois pas une seule minute. Maintenant, là, c'est sûr que quand on regarde l'horloge, il est minuit moins une là, pour les négociations avec les États-Unis. Si rien n'est fait, il y aura des tarifs et ça va faire très mal au Québec. Très mal au Québec, surtout que l'incertitude continue de planer par rapport à ce qui pourrait être sacrifié hein, dans ces tergiversations avec les Américains. Le retour de l'alcool, ces tablettes, bon, peut-être, cette compétence provinciale, bien sûr, mais pour les producteurs agricoles, pour les producteurs laitiers du Québec qui ont toutes sortes de craintes, des craintes super légitimes de voir la gestion de l'offre être sacrifiée, comme ça avait déjà été grugé, hein, souvenez-vous, dans la négociation de la CIUM, c'est Donald Trump lui-même qui l'a négocié, c'est entré en vigueur en 2020. Il y a eu un accès là, augmenté de 3,9% là, d'accès des produits laitiers des États-Unis jusqu'ici. C'est une augmentation qu'on estime là, des exportations américaines vers le Canada de 150% là, depuis 6 ans. Donc, il y a une balance commerciale qui est favorable aux Américains déjà, si on venait à gruger davantage dans une époque où nos agriculteurs, des fois, ils en arrachent, puis pas à peu près, ça pourrait être complètement catastrophique. Mais c'est évidemment l'incertitude qui continue de planer, qui est des plus délétères. Là. Mais malgré l'espèce de stratégie là, du gouvernement libéral, d'être dans le plus grand des secrets, de rien révéler, de pas jouer ses cartes devant un grand public. On a encore vu le ministre Dominique Leblanc, là, qui mène la plupart de ces négociations-là, hier dire « le travail continue », en une phrase qu'on l'a entendu répéter ad nauseam là, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce que ça va donner? On va sûrement avoir des réponses aujourd'hui, voire tard ce soir, avant la date butoir de demain matin. Là, si c'est pas réglé d'ici ce soir, il y a fort à parier que M. Leblanc ne dormira pas de la nuit. Là. On va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que c'est l'incertitude la plus complète. Il y a aussi le scénario d'un fameux taco, hein, Trump always chickens out. C'est déjà une tactique qu'il a utilisée par le passé. Je pense qu'une des phrases qu'on entend le plus répétées, puis la cassette est un peu usée de Dominique Leblanc, c'est des discussions constructives avec l'administration américaine. On construit qu'on ne sait pas. Maintenant, je les comprends, les craintes des producteurs laitiers. Parce que
quand on regarde ce qui s'est fait dans les dernières années, on nous répète tout le temps, la gestion de l'offre, c'est non négociable, c'est intouchable. Or, dans les faits, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Rapportons-nous en 2020. Le Canada a accordé un accès bonifié de 3,9 % sur les produits laitiers en provenance des États-Unis. Alors, à chaque fois, on vient grignoter un petit peu le marché. Maintenant, est-ce qu'il y a de réelles craintes ou menaces même pour l'avenir de certaines fermes? Et je dirais même un peu plus loin. La transmission là, de génération en génération de ces grandes fermes, que ce soit des fermes laitières au Québec, encore faut-il que ça vaille la peine pour la relève. Alors, moi j'en suis là, je les comprends, ces craintes-là. Maintenant, je vais revenir sur certaines déclarations de Mark Carney. Hier, vous savez, on nous a annoncé l'entente cadre. Hein? C'est important de le mentionner parce que c'est pas une entente ferme, c'est une entente cadre entre le Québec, Terre-Neuve et Labrador concernant Churchill Falls. On parle d'entente historique, plus belle conférence de presse, j'ai écouté ça hier. Il y a eu des bretelles pétées au pied carré hier. Oui. Le premier ministre Wickham, premier ministre Fréchette était là, premier ministre PDG Carney aussi. Et là, Mark Carney, il a dit une phrase qui m'a quand même marqué. Il a dit « Nous sommes en train de négocier d'une position de force avec les Américains. » Oh, palais, OK, on n'a peut-être pas la même lecture des événements parce que moi, tout ce que j'ai vu faire le premier ministre PDG, c'est des concessions. Hein? On devait avoir les coudes dans les airs, mais finalement, on est à genoux devant le Donald. On a concédé un paquet de choses, on a reculé sur un paquet de choses. Hein? On a offert la moitié des profits du pont Gordie Howe, alors que ce sont les Canadiens qui l'ont payé, pas les Américains. On a reculé aussi sur tout ce qui est géant du numérique. Mais ça, on a sacrifié la culture québécoise là-dessus. Alors, il faudrait nous expliquer, M. Carney, en quoi on est en train de négocier d'une position de force. Mais après ça, il ressort le fameux maître chez nous de Jean Lesage. Ça va prendre plus que des slogans, des phrases creuses. Là où j'ai été un peu rassuré, c'est on a un plan pour chaque situation. Alors moi, si dans les prochaines heures, là, il y a des tarifs qui nous tombent encore sur la tête, cette fois-là, il faut une réponse. OK? La réponse, ça peut pas, encore une fois, de jouer au petit intimidé dans le cours d'école, là, qui se laisse frapper par un bully qui ne fait rien. Maintenant, il faut que la réponse soit intelligente. Faut pas faire comme Doug Ford, le gros Jean comme devant, là, puis comme un éléphant d'un magasin de porcelaine, puis tout péter. Il faut être stratégique. En même temps, hier, la prudence dans les déclarations de Carney, je la comprends. Ça aurait été, la pire affaire là, d'y aller avec une déclaration malheureuse là, à quelques heures. Et là, semble-t-il que les deux se sont parlé, là, Carney et Trump. Mais d'y aller d'une déclaration malheureuse qui ferait déraper les fameuses discussions constructives du ministre Leblanc. C'est certain que un rapport de force qui pourrait être établi, là, puis il l'a pas nommé directement, mais c'est que les Américains, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ont une situation qui est un tout petit peu délicate au niveau économique. Là. On sait qu'il y a des pertes d'emplois, là, où il y a un ralentissement des emplois qui ont été générés dans les derniers mois. C'est des mauvaises nouvelles économiques qui viennent avec une inflation qui continue de monter, des prix à la pompe qui montent, des prix de tout, hein, parce qu'on sait que l'essence, ça fait un domino après ça sur l'ensemble là, des produits qui sont transportés. Il y a un espèce de moment où, si même ces tarifs-là arrivent sans une réponse canadienne, on estime qu'il va y avoir une augmentation de l'inflation, évidemment ici au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il y a peut-être un contexte économique là, pour venir tirer un peu là, de notre côté la couverte du côté canadien. Un des problèmes, ça, c'est Bloomberg qui avançait ça dans les dernières heures. Là, ça bloquerait au niveau de l'automobile entre le Canada et les États-Unis. Alors, à suivre. D'un premier ministre à l'autre, on a Mark Carney là, qui a des contacts un peu partout dans le monde, qui multiplie les voyages à l'étranger pour tisser de nouveaux partenariats. Puis là, il y a Justin Trudeau, lui, qui danse dans une allée de quincaillerie avec un siphon dans les mains. Puis là, il est donc bien fier. Et en une du journal ce matin, on apprend que, de un, il faut toujours, je comprends, là, protéger les anciens premiers ministres. Mais c'est parce que des fois, il y a un appel à la sobriété. Puis la sobriété, puis M. Trudeau, disons que c'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et le bureau d'enquête nous révèle que la fameuse tournée là, Trudeau-Perry, là, que ce soit des conférences, que ce soit pour des spectacles, que ce soit pour des vacances, de la crème solaire, ça coûte un bras aux contribuables, encore une fois. Ouais, je fais mon mea culpa parce qu'hier, je disais que moi, j'étais divergent d'opinion. J'ai trouvé mignon. Mais oui, c'est correct, j'ai aimé ça. Je l'ai défendu. J'aime ça, moi, que M. Trudeau et Katy Perry se soient trouvés et qu'il a l'air heureux. Et ça, parenthèse, Alex, c'est la preuve que toutes les opinions sont les bienvenues. Ben oui, mais je ne savais pas
que la petite danse dans les allées du Home Que Hardware, l'amour ça coûte allait cher. coûter X nombre d'argent, puis qu'il y avait des agents de la GRC placés à toutes les portes du Home Hardware Regardez-les. pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les allées qu'un gun à clous Oui, mais qui attaque attends, M. là. Trudeau. Les agents de la GRC n'ont pas les toilettes bouchées. Là. C'est essentiel. C'est certain. C'est complètement fou, ce dossier-là, que notre bureau d'enquête avance, parce que il y a de manière permanente des agents de la GRC qui continuent encore et toujours de couvrir M. Trudeau dans tous ses déplacements. Là. Puis il y en a qui sont politiques. Pensons, en janvier dernier, il est allé au Forum économique de Ça, j'ai pas de Davos. problème avec ça. En Suisse, il a été Pas de conférencier invité en Norvège, à Singapour. Ça, c'est super bien. Mais après ça, il a fait des voyages privés avec Katy Perry, avec ses enfants, des petites vacances en Italie, des vacances à Saint-Tropez, des concerts de Mme Perry au Japon, en Allemagne, on s'en va en Californie, on fait des sorties en bateau. Puis ça, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça prend 2, 3, 4 agents de la GRC qui sont déjà dans des effectifs réduits, qui vont les suivre absolument partout. Là. Puis tout ce qui est repérage, ça coûte extrêmement cher, Imagine ça prend à des Coachella. heures. Mais c'est ça, c'est complètement fou. Ici, ils se déplacent à Coachella. Pensez-y, il y a des agents là, qui doivent évaluer tous les risques, regarder le plan de la foule, prendre contact avec les organisateurs là-bas, la sécurité sur place, s'arrimer avec ça, faire une entrée, faire une sortie. Juste au Québec, quand il y a le premier ministre, par exemple, vient dans un restaurant, là, à quel point il y a un déploiement avant, pendant, Oui. après. Ben, on en a été témoins, d'ailleurs, Oui. toi et moi. Oui, Hein? Quand on est allé souper, à un moment donné, avait un spectacle. c'était Les Misérables, il me Avant semble. d'aller au Misérable, Il y avait Mme du Fréchette monde. était là. Oui. Il y Mme avait- Fréchette était au même restaurant que nous. Puis d'après moi, ils sont allés faire du repérage la veille. Ils faisaient ça dans le temps en Ouais. Estrie. Là. Moi, quand je connaissais les propriétaires de restos, là, souvent, les visites se faisaient avant, 2 jours avant. La journée même, c'est beaucoup de monde. Là. Et M. Trudeau, quand il était au pouvoir, là, c'est un des services de sécurité qui coûtait le plus cher. Là. Bon, on peut amener l'indexation là-dedans, là, puis l'inflation, mais ça coûtait à peu près 30 millions de dollars par année là, de surveillance autour de Justin Trudeau, plus que Jean Chrétien, Stephen Harper, Brian Mulroney, parce que il y a eu un nombre record de menaces. Là. Souvenez-vous, là, Justin Trudeau s'est fait beaucoup haïr, là, suivant la pandémie particulièrement. Plus controversé que Brian Mulroney. Ouais, exactement. Beaucoup de menaces de mort. Il y a encore là, d'autres premiers ministres qui continuent d'avoir une certaine protection, là, dont ceux que j'ai nommés, là, Stephen Harper, Jean Chrétien. Il y en a, Joe Clark, John Turner, eux, avaient renoncé à ça. Avaient dit, moi, j'ai pas besoin d'être protégé. On se comprend que c'est pas nécessairement le cas de Justin Trudeau, mais quand même, on sait pas de combien est la facture en ce moment, puis qu'est-ce que ça nous coûte chaque année, puis combien ça va nous coûter sur combien d'années. Ça demeure un mystère. Puis c'est un peu inquiétant dans le contexte des finances actuelles. Ben, c'est parce que c'est un manque de transparence dans un premier temps. Maintenant, il y a toute la question de la sobriété. Tu ne verras pas Stephen Harper à Coachella. Tu ne verras pas Jean Chrétien à Coachella. Mais on aimerait où ça. il va, mais ils on vont pas aimerait ça. danser. On aimerait ça, mais on les verra pas. Ben, où ils vont, mais ils dansent pas puis ils boivent pas. Non, mais tu sais. alors, qu'on protège M. Trudeau lorsqu'il fait des conférences à Davos, lorsqu'il fait... Bon, c'est une chose. Mais qu'on commence à financer son espèce de style de vie là, de superstar à l'étranger là, avec Katy Perry, là, j'ai un problème avec ça. Mais il n'y a pas un bout, c'est lui qui devrait pas assumer Ben, la facture. Pourquoi c'est nous Il qui y a les payons moyens. pour Il ça? est multimillionnaire, Trudeau, de Katy père en Perry, fils. Katy Perry paye ses propres services de protection parce C'est vrai. qu'elle aussi, en passant, a ses propres gardes du corps de l'autre côté, mais la GRC ne peut pas s'assurer que ce déploiement privé-là a la même efficacité que leur service, blablabla. Donc, les deux sont là en même temps, pensez-y. Mais en sortie privée, c'est son choix. Ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une ligne qui doit être tracée. Ben oui. Alors là, dans ce cas-ci, à l'époque où M. Trudeau était premier ministre, c'est correct. Bien sûr que c'était un gars qui était polarisant. Puis malheureusement, il y a des fêlés qui vont vouloir le menacer ou attenter à sa vie. Ça, là, je veux dire, il ne faut pas tolérer ça. Il faut bien sûr le protéger adéquatement. On se souviendra de l'épisode du 3/4, de la gravelle. Là, de quelqu'un qui avait même été assez proche pour lui lancer du gravier. En tout cas, bref. Là où je trouve qu'il y a exagération, c'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, là, est-ce que nous, comme contribuables, on finance un train de vie de rockstar, d'un multimillionnaire? Elle est où la ligne aussi, là? Moi, je questionne sincèrement. C'est du travail, très, très bon travail, encore une fois, de notre bureau d'enquête ce matin. Qu'est-ce qui se passe, donc, à Montréal? Là, en fin de semaine, il y avait eu ce féminicide. Et là, tu nous apprends qu'il y a une autre femme qui a été assassinée. Cette fois, c'est dans Saint-Michel. Ouais, moins de 48 heures. On est encore dans le même quartier, même dans le même secteur. Encore une fois, en plein jour, vers 14h25, hier, les policiers du SPVM débarquent dans un logement. Il y a une femme dans la quarantaine. Son corps est inanimé. On a constaté immédiatement son décès tellement elle avait beaucoup là, de plaies ouvertes. Là. Elle a été poignardée
partout dans le thorax, puis c'était suffisant pour qu'on essaie même pas de la réanimer. Il y a un homme dans la trentaine aussi qui était gravement blessé par arme blanche dans le même logement, transporté à l'hôpital dans un état grave, on craint pour sa vie. Et là, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a aucune idée des liens qui unissent l'homme et la femme en question. La police refuse de dire si l'homme est considéré comme une victime ou comme un suspect, parce qu'il y a des comparaisons qui sont assez glaçantes là, entre ce qui est survenu durant la fin de semaine et cet incident-là. Là, on parle du meurtre. Maintenant, on connaît l'identité de Lekena Seng, une immigrante cambodgienne de 44 ans, poignardée sur la 9e avenue par son conjoint Can Boing, qui est toujours pas accusé de meurtre là, à ce point-ci, parce que son état de santé est encore trop précaire. Lui, ça a été confirmé, a tenté de s'enlever la vie en retournant l'arme contre lui. Est-ce que c'est le cas aussi de l'homme qui était dans le logement, dans le cas qui nous intéresse hier? Tout ça reste à prouver. Mais ce serait survenu en présence d'enfants dans le logement. Et ça déclenche tout un processus affreux, là, parce que de un, on se comprend que tu as des enfants qui sont complètement traumatisés pour le restant de leur jour. Mais en plus, il va falloir que les enquêteurs leur parlent. Puis là, ça nécessite toutes sortes de techniques de douceur pour être capable d'amener les enfants à expliquer ce qu'ils ont vu. J'ai hâte d'avoir plus de détails sur cette histoire-là. Est-ce que c'est un autre féminicide, un deuxième dans le même secteur, dans le même quartier, à Montréal, en moins de 48 heures? Disons que là, si ça se confirme, il va falloir qu'il y ait des sonnettes d'alarme là, qui s'allument quelque part sur le tableau de bord du gouvernement. Là. On ne dira jamais assez, là, mais si vous êtes dans un contexte de violence conjugale, fuyez, il ne changera pas. Si vous êtes un homme qui est aux prises avec ce genre de rage-là, allez consulter. Ça presse. Vous avez un problème. Attendez pas, là. C'est là. Sincèrement, et on est sur une séquence épouvantable, Alexandre. Sincèrement, là, on n'a même pas terminé le mois d'août et déjà, il y a eu plus de féminicides que dans toute l'année passée. 12 comparativement à 9 dans la dernière année. Si celui-là, ça va être un autre féminicide, ça sera un 13e. Imaginez-vous, là, c'est un bilan qui continue de s'alourdir. Et je réitère, on s'en va en campagne électorale. Puis là, on va parler d'un paquet d'enjeux. Oui, le coût de la vie, bien sûr. Oui, la santé, bien sûr. L'éducation, les priorités habituelles. Ben, tu sais, la vie humaine, là, ça a une grande valeur aussi. Puis combien de fois on a entendu ici, à notre micro, des intervenants, des maisons d'hébergement, nous dire « on n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à ce fléau-là ». Il faut que ça devienne une priorité. Il faut que ça devienne, dans le contexte, une priorité. Maintenant, Isabelle, on est content d'apprendre ça dans le journal ce matin. On a de nouveaux détails, un peu plus de détails sur la programmation de Cube Radio. Il y avait tellement de questions sur la messagerie texte. Bon, il y a quelques indices qui ont été dévoilés quand même sur notre programmation dans les dernières semaines. Là, comme oui, il y avait certaines publicités qui roulaient. Ben oui, vous étiez rassurés. Oui, là. Même depuis le début de l'été, là, il y a Mario Dumont qui est de retour, Benoît Dutrisac qui est de retour, Richard Martineau qui est de retour et cette nouvelle émission qui attire les passions. Oui. Hein? Il y a eu du coulage quelque part, mais officiellement, Marois Risky fait son entrée à Cube à compter du 5 octobre. Elle va co-animer avec Rémi Villemur. Rémi Villemur qui a animé tout l'été avec Karim Abri, qui a eu d'excellents commentaires sur la messagerie. Marois Risky qui va rester quand même députée indépendante jusqu'au 5 octobre et par la suite, elle va prendre les ondes de Cube. Elle a choisi, au fait, elle a dit qu'elle s'est fait approcher par tout le monde. Tout le monde lui a fait des propositions, mais elle a choisi Cube parce qu'elle a fait ses premières interventions, entre autres comme fiscaliste sur le canal Argent. Donc, elle a choisi Québécois. Elle veut la diversité d'opinions, débattre sainement. Elle va intégrer également l'émission de Benoît Dutrisac. Puis elle dit en entrevue au journal, Benoît, mon préféré, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. C'est un homme avec qui j'aime énormément débattre. Puis c'est là qu'elle raconte que tout le monde l'a approché puis que son cœur a choisi Cube Radio. Ça fait grand bruit. C'est une programmation qui va commencer lundi. J'ai hâte de voir comment ça... C'est comme une fébrilité, là. Tu sais, alors qu'on parle d'articles scolaires, puis on aiguise nos crayons, puis on identifie nos cahiers scolaires, on dirait qu'on se sent un peu comme ça avec la radio. Ben, moi, je trouve que c'est un très bon coup de la part de nos patrons. Ben oui. Marois Risky, c'était probablement une des parlementaires que j'appréciais le plus par son franc-parler, par son intelligence aussi. Souvenez-vous, dans les périodes de questions, là, entre autres, lorsqu'elle était critique en matière d'éducation, à quel point elle talonnait le ministre de l'Éducation. Alors, ça va être du vrai bonbon, là, avec à la radio. Rémi, ça va être super. Ben oui, Rémi qui s'est démarqué dans la programmation estivale, ça, c'est clair. Et... j'ai très, très hâte de l'entendre avec Dutrisac. Oh. Ça va faire des flémèches. Ça va être très, très bon. Alors oui, vraiment, c'est un bon coup. Et quand on regarde aussi, tu sais, on a souvent le baromètre des personnalités politiques les plus appréciées au Québec. Ben, Marois Risky, elle incarne ça. Elle incarne aussi l'intégrité, Marois Risky. Bien sûr. Hein, avec tout ce qui s'est passé au Parti libéral. Alors, c'est une rentrée radiophonique
qui va vraiment, vraiment bousculer, disons, les codes cette année à Cube. Elle arrive aussi avec tout un bagage. Là. Oui, bien sûr, ses années à l'Assemblée nationale, mais c'est une avocate fiscaliste. Elle a été professeure, très engagée. Elle veut retrouver une espèce d'équilibre travail-famille aussi. Je trouve qu'elle va apporter un souffle nouveau qui va faire du bien. Alors, bienvenue, Marois!